Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire, et aujourd'hui je vous retrouve pour une espèce de bilan de mes lectures de cet hiver 2026. J'aime bien faire des bilans trimestriels, donc là ça fait mes lectures de janvier, février et mars 2026. Comme d'habitude, je vais aller des livres plutôt pour les plus petits jusqu'aux livres pour les plus grands. J'aimerais commencer par une série d'albums. C'est un univers en fait, une espèce d'univers étendu hyper mignon. Ce sont les albums de Sznurka de Gaja Wisniewski aux éditions Mémo. J'avais déjà repéré cette série juste en feuilletant les catalogues des maisons d'édition ou en me promenant dans d'autres librairies, mais j'ai vraiment pris le temps cet hiver de plonger dans cet univers. J'ai acheté 3 des 4 albums déjà existants. Le 4e se passe à Noël et j'ai appris ces dernières semaines qu'il y en avait un nouveau qui sortait au printemps. Et je suis trop emballée. C'est un univers vraiment hyper mignon, tout doux, où on suit les aventures de Sznurka, qui est une petite fille qui vit dans une maison dans les bois, avec une tripotée d'animaux, et tout est centré autour du plaisir de vivre ensemble, de partager la vie ensemble. D'être dans une espèce de quotidien où on boit du thé, on fait les espèces de corvées pour la maison, du genre aller couper le bois et s'occuper de réparer la toiture, mais en même temps on n'oublie pas d'aller nager dans le lac en été ou de faire des batailles de boules de neige en hiver. Chaque personnage qui est autour de Sznurka est une espèce un peu d'archétype de personnage. Il y a un petit personnage beaucoup plus, chahuteur, il y en a un beaucoup plus sage, il y en a des plus rêveurs, des plus créatifs, mais tout cela crée une espèce de petite famille hyper adorable, à laquelle on a envie d'appartenir, qui sont super touchants. Moi c'est mon énorme coup de cœur, c'est le genre de livre que je collectionne, dans le sens où dans les albums jeunesse que j'achète pour moi, je recherche tout le temps cette espèce de mignonnerie, cette espèce d'ambiance très cocooning, mignon, mumuche. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans les Sznurka de Gaja Wisniewski. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Ne vous attendez pas à des histoires avec une morale, une chute ou quoi que ce soit, c'est vraiment une ambiance. Dans ce sens, ça ressemble un petit peu au long métrage de Miyazaki, où parfois, ce qui est plus important, c'est l'ambiance dégagée par les scènes, la musique, etc., que vraiment le message de l'histoire. J'ai adoré. Un autre album que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas avec moi là, mais je vous le montrerai ici, c'est Le Manteau de Clarisse Lockman. C'est un petit album tout au feutre, il me semble, ou en tout cas dans une technique qui permet des jolis aplats unis de couleurs. On suit Chien qui va chercher les enfants à l'école, après la piscine, et il trouve dans les poches de son manteau, alors qu'il cherchait sa liste de courses, des petites sculptures blanches qui n'ont rien à y faire et qu'il ne connaît pas. Et ça le perturbe beaucoup. Il va se demander d'où viennent ces petites sculptures, qu'est-ce que c'est, qui les a glissées dans sa poche. Et c'est le début d'une espèce de petite enquête toute douce pour savoir comment ces petites choses sont arrivées dans les poches du manteau de Chien. C'est d'une douceur incroyable, c'est hyper beau, c'est d'une poésie folle, ça marche très bien que ce soit avec les tout petits ou avec les plus grands. C'est le genre d'album qu'on a envie de serrer contre son cœur quand on a fini de le lire, je vous conseille vraiment de le découvrir, c'est une petite pépite de poésie. Le suivant dont je veux vous parler, c'est aussi un album jeunesse, c'est Moi Lubochka de Baum et Amandine Pugh. Je l'ai lu un petit peu, parce qu'à la librairie il faut que je lise les nouveautés en album. J'en attendais rien de spécial et cet album m'a grandement bouleversée. C'est un album où on suit Lubochka, même pas, on suit un ours quelque part dans une grande forêt qui n'a pas de nom et qui va croiser la route d'un soldat qui est un peu perdu dans cette forêt et qui attend des renforts. Et ils vont commencer à se côtoyer, à s'apprivoiser l'un l'autre, et Lubochka va découvrir que les mots, ça permet de poser les choses, de nommer les choses, ça leur permet d'exister, et du coup, le soldat va notamment lui donner son prénom, Lubochka, et de cette très belle amitié va naître quelque chose de tendre et un peu mélancolique. J'ai pas envie de vous en dire trop, je trouve que c'est un album qui doit se découvrir et et qui doit se... vous devez en faire l'expérience seule pour comprendre pourquoi j'ai beaucoup aimé cet album. Je l'ai fait lire à toute mon équipe, et on a tous fini avec une petite tête un peu comme ça. Voilà, petite pépite. Vraiment, j'en attendais pas grand-chose et je suis complètement bouleversée. J'espère qu'il touchera beaucoup de gens et que vous mettrez le nez dedans. Le prochain album dont je vais vous parler, c'est La Visite de Junko Nakamura. C'est un album sans texte, qui suit un petit peu la journée de 2 chats et de 2 enfants.
lors d'une fin d'après-midi, début de soirée, en plein hiver. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Les albums sans texte sont parfois un petit peu difficiles à appréhender, surtout quand on les lit à voix haute devant plusieurs enfants, mais celui-ci, je l'ai trouvé très facile à découvrir avec les lecteurs et lectrices de la librairie. Ça les a beaucoup fait parler, ils vont du coup regarder les détails, ils essayent de comprendre un petit peu ce qui se passe, et nous aussi. Ils comprennent mieux que ce que moi j'avais compris dans l'histoire à ma première lecture. C'est très beau, moi j'adore le travail de Junko Nakamura, j'avais adoré chez Bergamote qu'elle avait publié il y a 2 ans maintenant je crois, et je vais vraiment suivre son travail de près, parce que je trouve que c'est très doux, c'est très beau, enfin, vous l'avez compris, cet hiver, j'ai lu pas mal d'albums tout de cocooning, et c'est pas parce que je les ai lus en hiver qu'on peut pas les lire toute l'année, mais celui-là, il se prêtait vraiment parfaitement à l'ambiance de soirée d'hiver. Je vous laisse regarder les illustrations par vous-même pour voir à quel point c'est joli. Je vous le conseille vraiment, c'était trop chouette. Le dernier album dont je vais vous parler, c'est Sanglion de Bear et Gazelini. Vous connaissez tous l'histoire de Sanglion? Mais bien sûr, ce pauvre petit sanglier, maltraité par ses 2 belles sœurs, qui rêvent d'avoir une belle robe pour aller au bal. Bah voilà. C'est cette histoire-là. C'est brillant, c'est drôle, la morale est géniale, et le fait que le personnage principal soit un sanglier n'est pas du tout le sujet du livre, et j'ai trouvé ça brillant. C'est le genre d'album qui me fait sourire, que je trouve malin, que je trouve pertinent, percutant. C'était super. C'est une réécriture de conte que j'espère voir dans toutes les écoles, dans toutes les crèches, que je trouve vraiment drôle et génial, et les illustrations sont vraiment très chouettes. Alors ça, c'était pour les albums jeunesse. Je vais passer aux romans jeunesse que j'ai lus. Je voudrais vous parler de 3-4 romans. Le premier, c'est Code Petite Sirène, dans la série Pierre Bayard Détective Privé de Clémentine Beauvais. Je ne me cache pas sur le fait que j'adore cette série. Je la trouve d'une intelligence dingue. C'est le principe, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'on suit Pierre Bayard, qui, dans cet univers-là, est un détective, c'est-à-dire qu'il résout des mystères littéraires, des choses qui sont mal expliquées dans les livres qu'on pense tous connaître. Et grâce à ces mystères, il résout pas mal de problèmes littéraires. Par exemple, Achille, dans l'Iliade, il meurt d'une flèche dans le talon. Ok, est-ce qu'on peut vraiment mourir d'une flèche dans le talon? Comment c'est possible? Est-ce que la flèche était empoisonnée? Par qui elle aurait été empoisonnée? Enfin voilà, c'est ce genre de petits mystères-là. Je vous en dirai pas beaucoup plus. Sachez que dans le tome 1, c'était une enquête dans Le Petit Prince, et dans le tome 2 dans Peter Pan, et j'en attendais beaucoup pour le tome 3, qui se passe autour du conte de la Petite Sirène d'Andersen. Je ne peux pas vous en parler beaucoup plus sans vous spoiler. Ce que je vous dirais, c'est que vraiment cette série, c'est à la fois... Pour les plus grands, ou pour les moins naïfs des lecteurs, c'est une géniale petite série pour redécouvrir des classiques de la littérature jeunesse, et pour redécouvrir ce que c'est qu'un livre extrêmement bien écrit, hyper bien ficelé, avec une intrigue qui se boucle très bien et qui ouvre des perspectives assez originales. Pour les jeunes lecteurs, il y a une ambiance à la Fantomette, avec des personnages drôles, qui ont des personnalités super attachantes, avec des espèces de rebondissements, parfois un petit peu grotesques, mais que ça fonctionne très bien. C'est ma grande série du moment. Le tome 4 sortira cet automne, et le dernier tome l'année prochaine. Nul besoin de vous dire que je les attends avec une impatience rare. Le deuxième roman dont je veux vous parler, c'est Yellow Feu Follet de Siècle Valban. Je l'ai lu comme... on reprend de l'oxygène après avoir retenu sa respiration pendant longtemps. Pour moi, c'est un roman qui se lit comme un tableau. Tout y est couleur, sensation, forme. C'est un roman très synesthésique, dans le sens où on a les odeurs, on a les couleurs, on a le chaud, on a le froid, on a la douceur, on a la dureté, enfin... C'est une expérience presque impressionniste de lire ce roman. L'histoire, c'est celle de Yellow Feu Follet, qui est une jeune fille, une adolescente, assez jeune, je pense qu'elle a 12 ou 13 ans, qui vit dans une famille qui a été marquée par plusieurs drames, notamment son grand frère, Aubépin, est quelqu'un qui elle le dit dans ces mots-là, il a disparu au pays des tristes esprits et il a du mal à en revenir. Yellow, un peu malgré elle, se retrouve à essayer de compenser cette ambiance morose qu'il y a à la maison en étant quelqu'un d'hyper solaire, d'éclatant, de poète, qui essaye de voir toujours la petite beauté des choses.
Le roman se déroule lors de plusieurs semaines où avec les deux parents, la petite famille, et le perroquet familial, ne l'oublions pas, la petite famille fait une espèce de tour de France en tiny house et essaye de trouver des gens qui pourraient aider Aubé Pin à sortir un petit peu de ses idées noires. J'en dirai pas beaucoup plus, sachez juste que je voulais juste en lire 30 pages avant de dormir et finalement je l'ai dévoré d'une traite. Je n'arrivais pas à m'arrêter, j'avais l'impression d'avoir tiré le fil de quelque chose d'à la fois très original dans la forme et de très salvateur dans le sujet. C'est un merveilleux roman, je vous conseille à tous et toutes de le lire. L'une des meilleures choses que j'ai lues ces dernières années. Je voudrais ensuite vous parler de deux romans plutôt young adult. Le premier, c'est Wolfwood de Mariana Baer, c'est aux éditions Ozu. J'ai été agréablement surprise par ce roman. Je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément de récits fantastiques qui font un peu peur. Et là, eh bien, ça s'est lu tout seul. L'histoire, c'est celle de Indigo, qui est une adolescente de 17 ou 18 ans, qui vit à New York avec sa mère. Sa mère était une peintresse très populaire dans les années 2000, on va dire. Elle s'était fait connaître notamment grâce à une série de tableaux que j'imagine très pop art, où le même groupe de 4 jeunes filles traversait une jungle terrifiante, avec des lianes, avec des dents, enfin voilà, ce genre de choses. Elle n'a jamais fini cette série, et en fait, après la naissance d'Indigo, elle a arrêté de peindre, et petit à petit, Indigo et elle ont un peu sombré dans la misère. Elles vivent actuellement dans la cave d'un immeuble qu'elles ont le droit de squatter à condition de faire le ménage dans tout l'immeuble. La maman d'Indigo, elle s'enfonce dans une dépression et une léthargie un peu compliquée à gérer, et Indigo, elle s'est retrouvée comme une enfant très parentifiée, qui doit avoir 3 jobs pour subvenir aux besoins du foyer, en plus d'aller au lycée, en plus d'économiser pour faire l'école de mode dont elle rêve. L'histoire commence quand l'un des tableaux de la mère est vendu à quelque chose comme 200 000 $ aux enchères, et Indigo comprend qu'il faut que sa mère se remette à peindre, enfin, sa mère a fait le deal avec une galerie de se remettre à peindre, et elle espère que chaque nouveau tableau pourrait se vendre au moins 50 000 $, ce qui les sortirait de la misère très facilement, sauf qu'elle découvre au début du roman que ça fait 6 mois que sa mère fait semblant d'aller peindre. Elle s'en va toute la journée au studio loué par la galerie, mais elle n'a rien peint. Et du coup, Indigo, à partir des croquis de sa mère, va se mettre à peindre à sa place. Et c'est le début d'un récit envoûtant, ensorcelant, inquiétant, que je vous laisse découvrir. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est notamment dedans le thème des privilèges, qui est pas si souvent que ça abordé en littérature young adult, il me semble. On voit souvent des jeunes gens privilégiés, mais on questionne rarement ces privilèges-là. Et là, Indigo, qui fréquente pas mal d'adolescents issus de parents qui se sont enrichis dans le domaine de l'art ou des grandes entreprises, etc., eh bien, ça questionne beaucoup le fait que oui, c'est facile d'avoir le temps de créer quand on n'a pas à réfléchir à comment on va se jeter à manger. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très chouette, ce thème-là abordé dans ce roman-là. Je vous conseille de le découvrir, c'est Wolfwood, et c'était vraiment chouette. Dernier roman young adult dont je vais vous parler, c'est Jusqu'à leur dernier souffle d'Erin Craig. Alors ce roman-là, j'avais déjà lu d'Erin Craig, La maison... En anglais c'est The House of Salt and Sorrows, je ne sais plus ce que c'est en français. Mais je l'avais déjà lu et je sais qu'elle fait des réécritures de contes, ou qu'elle s'inspire en tout cas de contes et de légendes pour faire des récits très envoûtants. Et là, ça n'a pas manqué. Jusqu'à leur dernier souffle, c'est l'histoire de Hazel qui est la 13e née d'une fratrie et les parents ne peuvent pas s'occuper d'elle. Enfin, c'est une famille un peu pauvre de bûcherons qui vivent au bord de la forêt et ils envisagent de l'abandonner. Et il y a 3 déités dans cet univers qui vont se succéder pour proposer d'adopter Hazel et de devenir son parrain. Celui qui va réussir à récupérer la garde d'Hazel, c'est le dieu de la faim redouté, donc le dieu de la mort. Et le truc, c'est qu'il va revenir la chercher que quand elle a 12 ou 13 ans. Donc pendant 12 ou 13 ans, elle grandit dans sa famille avec la certitude que son parrain va venir la chercher, mais elle ne sait pas quand. Et du coup, le reste de la famille, il s'occupe pas vraiment d'elle. Elle a quand même 1 ou 2 frères qui sont assez proches d'elle, mais le reste de la famille, la considère un peu comme quelqu'un... oui, c'est notre sœur, mais elle va avoir un destin incroyable, alors que nous, on doit se débrouiller avec nos vies de pécores. Donc bon, on va pas non plus s'investir de fou auprès de Hazel. Hazel, quand son parrain vient la chercher, elle va découvrir un destin qui lui est plutôt imposé, celui de devenir une guérisseuse. Avec ce destin-là, arrivent beaucoup de dilemmes vis-à-vis de sa vie personnelle à elle. Est-ce qu'elle peut s'attacher à quelqu'un, sachant qu'elle va avoir 3 vies et ses potentiels amoureux une seule? Est-ce qu'elle peut vraiment aller à l'encontre des volontés divines avec son talent de guérisseuse? Et elle va se retrouver, à partir de la moitié du roman, dans une intrigue de cour assez chouette. Moi j'ai adoré ce roman parce que
on y retrouvait l'ambiance un petit peu du conte de la mort marraine des frères Grimm, dans une ambiance très... En fait, moi j'aime beaucoup les livres avec des atmosphères, que vous lisez et vous êtes dans cette atmosphère. Vous avez l'odeur de l'encens de la caverne un peu étrange, vous avez les lumières des milliers de bougies, et on était hyper immergés dans cette atmosphère, et ça j'ai adoré. C'est en un tome et c'est fini, donc n'hésitez pas à le découvrir, c'était une excellente surprise. Il y a encore 4 livres dont je vais vous parler. Le premier c'est Une invitée dans la demeure de I.M. Carroll, c'est aux éditions 404, c'est un roman graphique. J'ai pas lu beaucoup de graphiques pendant l'hiver. Je vais me rattraper au printemps. J'ai toujours aimé l'univers de I.M. Carroll. C'est quelqu'un qui fait des récits fantastiques à vous glacer le sang. Et là, ça n'a pas manqué. On suit une jeune femme qui s'est mariée avec un homme un peu plus âgé qu'elle, qui a déjà une fille. Sa fille, Crystal, elle a 10 ou 12 ans. Et en fait, il déménage dans une maison au bord d'un lac. Et il y a une ambiance un peu étrange. Enfin, l'héroïne, c'est quelqu'un qui s'est toujours trouvé un petit peu banal et sans grand intérêt. On découvre un peu dans l'histoire qu'elle a été marquée par plusieurs tragédies dans sa jeunesse. Et elle se retrouve un peu obsédée par le souvenir de la première femme de son mari, dont il parle très peu. Elle est morte, elle ne sait pas comment, on parle pas d'elle, on sait juste qu'elle était peintre et qu'il y a un de ses tableaux qui est accroché dans la maison. Et une nuit, elle entend une présence dans la maison. Je vous en dirai pas plus. Si vous aimez les récits, des récits de maisons hantées, mais très subtils, à vous demander si... En fait, il faut aussi que vous aimiez les personnages des narrateurs dont vous doutez, dont vous pouvez pas être sûr. Franchement, j'ai adoré. C'était une excellente lecture. Je n'ai pas beaucoup de fantastique de ce genre-là, mais avec I.M. Carroll, je le fais toujours parce que je suis toujours hyper surprise de la tournure des événements. C'est plot twist sur plot twist, et il y a toujours un plot twist final, genre 10 pages avant la fin, qui vous retourne le cerveau et qui vous laisse un petit peu en PLS après votre lecture. Et ensuite, j'ai 3 romans plutôt adultes, entre guillemets, dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est Small Things Like This de Claire Keegan. En français, ça a été traduit par Ce genre de petites choses, je crois. C'est un tout petit roman, c'est très court. Ça se passe en Irlande. Et on suit un père de famille, Bill, qui a 4 filles. Ils vivent dans une petite ville dans la campagne irlandaise. Et lui, il livre du charbon. C'est son travail de livrer du charbon. Ça se passe dans les années 80 à peu près. 70-80. Et... un jour qu'il va livrer du charbon au couvent, qui accueille beaucoup de jeunes filles, il découvre dans l'espèce de cave à charbon dans laquelle il est censé faire tomber tout son charbon, une jeune fille, pieds nus, sans manteau alors qu'on est en plein hiver, qui a été enfermée là. Et cette découverte va dérouler un petit peu le fil de ses pensées. On va découvrir ses souvenirs d'enfance, le fait que lui-même est l'enfant d'une fille-mère. On va découvrir d'autres petits indices sur ce qui se trame vraiment dans ce couvent qu'il a pu récolter au fur et à mesure de ses visites. Et on va voir en fait Bill décider de faire la bonne chose, même si c'est pas la chose la plus facile. C'est très beau. Moi je l'ai lu comme un espèce de conte de Noël réaliste. C'était une excellente surprise. J'en avais beaucoup entendu parler sur le booktube anglophone. Et je suis ravie de l'avoir découvert parce que c'était vraiment une excellente surprise. Et du coup j'ai acheté... tous les autres livres de Claire Keegan, parce que je suis ce genre de personne. Quand elle découvre un livre qu'elle a adoré, elle achète tous les autres. Deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est l'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. C'est traduit aux éditions du Typhon. Pardon, j'ai failli me tromper. Je l'ai lu avec mon ami Nicolas, qui est libraire au Big Le Mois à Lille. Et c'était une excellente surprise. Je ne m'attendais à rien, j'aimais bien juste la couverture et j'aime bien en général les livres des éditions du Typhon. Et là, on va suivre en fait le récit très oral d'un ménestrel qui est payé au XIVe ou XVe siècle pour distraire de riches marchands de tissus dans la ville de Durham lors de la fête de leur saint patron. Et il va dérouler une histoire un peu glauque qui date d'il y a plusieurs décennies, où dans un village pas loin de Durham, il y a eu une nuit où quasiment toute la population a été décimée, il y a eu un terrible incendie, etc. Et au fur et à mesure qu'il déroule son récit, et qu'il fait plein de digressions qui, en premier abord, n'ont pas grand-chose à voir, on comprend que peut-être il va y avoir un rapport entre le ménestrel et les personnages du récit, et entre tous les riches bourgeois qui sont là, et les personnages du récit. C'était une expérience de lecture trop chouette, parce que c'est vraiment écrit comme si c'était oralisé. On n'entend que la voix du ménestrel. On sait que des fois il répond à ce que lui disent les bourgeois, mais on n'entend pas ce que disent les bourgeois, on ne peut que le deviner. Et déjà, cette oralité était hyper agréable à lire. Il y a quelque chose dans le texte d'un petit peu... Alors c'est pas du tout écrit en langue médiévale, parce que bon déjà l'auteur est vivant de nos jours, donc voilà, et puis il faut que ça reste lisible à notre époque, mais il y a une espèce de médiévalité
qui a été choisi par la traductrice et qui fonctionne très bien. C'est assez dépaysant, on va dire. Et la construction du récit, avec plein de petits récits enchâssés comme ça m'a donné l'impression d'écouter une histoire pour faire peur au coin du feu. Une espèce de tragédie annoncée. C'était brillant. Je vous conseille vraiment de le découvrir. C'est une excellente surprise. Si vous aimez le genre de récit qui vous embarque et vous savez pas trop où ça va au début et que petit à petit vous connectez toutes les pièces du puzzle en vous disant oh, ah ok. Voilà. Si vous aimez cette émotion-là, lisez l'histoire de Mother Naked. Et enfin, le dernier livre dont je veux vous parler, qui n'est pas une surprise parce que tous les gens qui l'ont lu l'ont trouvé génial, et moi aussi, c'est Piranèse de Susanna Clarke. Moi, j'ai lu en anglais. C'était une très chouette lecture déjà premièrement parce que je l'ai lu en lecture commune avec mon amoureux. On le lisait en même temps, côte à côte dans nos canapés. Et ça c'était, si vous l'avez jamais fait, de pouvoir lire le même livre en même temps, je ne savais pas que ça faisait le même effet que de regarder un film ou une série en même temps. En plus on avait à peu près le même rythme de lecture, donc on faisait des oh au même moment, et puis on posait le livre pour débriefer ce qu'on venait d'apprendre, c'était génial. Piranèse, on suit quelqu'un, un homme, qui est dans une espèce d'immense circuit de galeries constitué de très très grands halls en marbre remplis de statues qui évoquent des concepts. Il y a un étage, un sous-sol et un étage au-dessus. Et au sous-sol, il y a une mer qui régulièrement envahit et inonde tout le sous-sol. Il se nourrit intégralement de coquillages, d'algues, et on se demande ce qu'il fait là. Il tient son journal. Et en fait, régulièrement dans son journal, il fait des références à notre monde à nous. Il parle de sa montre, il parle de saladier en plastique qu'il utilise pour récupérer de l'eau de pluie. Il parle aussi d'un homme en costume 3 pièces qui vient tous les jeudis le rencontrer pour lui poser des questions pour percer le secret de la grande maison dans laquelle il habite. C'est une enquête un peu métaphysique, où on mène l'enquête dans les... Enfin, vous, les lectrices, vous menez l'enquête dans les journaux de cet homme pour comprendre qui il est et ce qu'il fait là. C'est pareil, c'est aussi un roman avec une atmosphère très envoûtante, où dès que vous ouvrez les pages, vous êtes dans cette maison incroyable, à vous questionner sur qu'est-ce que vous faites là. C'est un récit, mine de rien, assez philosophique. Moi, ça m'a donné envie de relire les classiques grecs, ça m'a donné envie de relire de la philo, de chercher un petit peu les archétypes dans la vie de tous les jours. C'est le genre de petit livre, c'est pas très très long, qui vous donne envie d'en lire plein après. C'était incroyable. C'est une expérience de lecture que je vous souhaite d'avoir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai pas assez échangé avec d'autres lectrices de ce livre-là, j'ai envie d'en parler plus. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cet hiver, quel livre vous me conseillez de lire, et aussi si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une belle semaine. Je vous dis aussi à la prochaine, et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.